c'est l'argent des Français qui est volé. C'est l'argent des Français qui est racketté. Je suis désolé, il faut dire les mots. Il n'y a pas de sauver la planète, pas sauver la planète. Les éoliennes ne servent pas à la décarbonation. En France, le pays est à 99% décarboné. Donc si c'est pour décarboner, c'est raté. Là, on a un système mafieux qui est génialissime. Parce que c'est une petite ponction qui devient de plus en plus importante sur une quantité. Il y a 70 millions de Français. Enfin, il faut quand même être très clair dans cette affaire. Mais, enfin, je veux dire, il y a eu le scandale des prises illégales d'intérêt. Il y avait 250 plaintes pour prise illégale d'intérêt, jusqu'au moment où le gouvernement a supprimé le service central de prévention de la corruption qui avait centralisé ces plaintes. De toute façon, on va vers un énorme scandale, le scandale du siècle. Bonjour Fabien Bouglet. Bonjour Henri Michel. Je suis ravi de vous accueillir à nouveau dans cette émission. Alors, je rappelle que vous êtes expert en politique énergétique, vous avez écrit plusieurs ouvrages sur le sujet, notamment Guerre de l'énergie au cœur du nouveau conflit mondial auquel nous avions déjà consacré un entretien il y a quelques mois. Tout à fait. Aujourd'hui, nous allons parler de votre livre Éolienne, la face noire de la transition écologique, paru aux éditions du Rocher et qui a fait l'objet d'une nouvelle édition revue et augmentée. Un ouvrage qui ambitionne de dévoiler la face cachée des éoliennes, entre pollution, atteinte à la santé et à la biodiversité, augmentation du prix de l'électricité, détournement de fonds publics, conflits d'intérêts, corruption et mafia. Alors, vous soulignez dans le livre que si ces éoliennes sont présentées comme des moyens de sauver le climat, elles constituent en réalité un scandale écologique pour vous et une arme de destruction massive de l'environnement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi les éoliennes sont dommageables pour l'environnement ? Oui, en fait, c'est tout à fait passionnant et intéressant parce que pendant des années, on a présenté les éoliennes comme des fleurs, des marguerites pour sauver la planète. Greenpeace nous disait sur son site internet, et nous le dit encore, les éoliennes comme un bouquet de fleurs pour la transition énergétique. On imagine un bouquet de fleurs dans les cheveux de Greta Thunberg, même si elle-même est revenue sur la question des éoliennes. Et en fait, en réalité, derrière ce visage idyllique des éoliennes, dont on a le sentiment même qu'elles atténuent la pollution, qu'elles ont un effet d'avaleur de CO2, eh bien, en fait, j'ai voulu montrer la face noire, la face sombre de ces éoliennes blanches immaculées. Ces éoliennes présentées quasiment comme le symbole d'une nouvelle religion. Le député François Brottes, qui était le député qui avait soutenu la loi de développement des éoliennes en 2013, m'avait dit, dans le cadre d'un colloque que nous avions infiltré, un colloque de promoteurs éoliens, il m'avait dit personnellement autour d'un café, nous voulons remplacer vos clochers par des éoliennes. Et donc j'ai compris que derrière tout cela, eh bien en fait l'éolien était l'expression d'un symbole qu'on retrouvait dans les livres d'école, qu'on retrouvait sur les sites internet. Et accolé au terme écologie, il y avait en biais cognitif la représentation d'une éolienne comme un symbole religieux, comme un symbole de la lutte pour le climat et de la lutte contre la pollution. Alors, sur le caractère lié à la pollution des éoliennes, vous donnez plusieurs éléments dans le livre. Vous parlez des différents éléments qui composent une éolienne. Notamment, vous parlez de la nacelle. Vous insistez sur les problématiques qui sont liées aux terres rares, notamment. Tout à fait. Alors, vous avez, on va dire, 4 éléments principaux dans une éolienne. Vous avez la nacelle, c'est là où il y a la turbine qui transforme le vent en électricité. Vous avez les pales, vous avez le mât et vous avez le socle en béton. On va dire globalement, le mât ne pose pas de problème, mais tous les composants qui composent la constitution d'une éolienne sont polluants. Et c'est ça qui est fascinant. C'est que quand on étudie en détail cette question des éoliennes, on se rend compte que c'est véritablement un monstre écologique. C'est un monstre qui détruit la nature. Et le premier élément, ce sont les nacelles qui sont réalisées avec, et notamment la turbine, qui sont réalisées avec des terres rares. Et les terres rares, principalement le néodyme. Et, alors,
j'ai les exploitants éoliens qui ont commencé à dire que je racontais n'importe quoi, évidemment. Alors moi, je me fie aux éléments et aux chiffres du Bureau de recherche géologique et minière qui expliquent que les terres rares composent et sont utilisées et consommées à hauteur de 10% à l'échelle mondiale pour les rotors des éoliennes. Donc, ce qui correspond effectivement à un chiffre tout à fait exact, car tous les rotors des éoliennes contiennent du néodyme, surtout pour les modèles récents. Pourquoi? Parce que avant, vous aviez des rotors et des aimants permanents avec du bore, mais c'était très coûteux en entretien. L'avantage des terres rares, qui ne sont pas si rares que ça, qu'on trouve en quantité importante dans les sous-sols, mais qui sont très rares parce qu'en fait, il faut des quantités très importantes de terre pour récupérer 1 kg de terres rares. Là, c'est la Chine d'ailleurs qui a un monopole. Et c'est la Chine qui a le monopole. Pourquoi? Parce que c'est tellement polluant à exploiter que la Chine est devenue la délocalisation de la pollution de l'extraction de terres rares, et notamment à Baotou, en Mongolie. Oui, voilà. Parce que vous parlez de cette ville dans le livre Baotou en Mongolie, donc qui abrite une mine en fait pour exploiter les terres rares. Mine et usine d'extraction. Et vous dites justement dans le livre qu'on a mesuré la radioactivité dans cette mine de Baotou qui était 32 fois supérieure à la normale. Et à titre de comparaison, vous donnez Tchernobyl où là la radioactivité est 14 fois supérieure à la normale. C'est ça. On a, si vous voulez, parce que en fait, faut comprendre, pour ce kilo de néodyme qui compose les éléments des turbines des éoliennes, il faut extraire énormément de terre. Cette terre fait l'objet de 10 lavages d'acide oxalique et sulfurique. 10 lavages successifs. Et donc, vous concentrez la matière. Et ensuite, cette matière est évacuée dans un lac toxique. Donc, à côté de Baotou, vous avez, j'invite d'ailleurs tous les auditeurs et les téléspectateurs d'aller voir Baotou, terre rare, et ils verront le lac toxique avec des fumées plutôt polluantes. Et là, ça concentre la matière. Et associé aux terres rares, vous avez de la radioactivité. Donc, si vous voulez, en fait, d'ailleurs, la France a arrêté l'exploitation de terres rares et derrière, il faut comprendre que cet enjeu est un enjeu géopolitique avec les États-Unis, avec l'Europe, parce que la Chine ayant pris le leadership d'extraction des terres rares, ça pose un problème parce que 80% des terres rares viennent de Chine. Oui, sachant que les terres rares, on n'en trouve pas uniquement dans les éoliennes, mais aussi dans les ordinateurs, dans les téléphones portables. Alors on m'avait dit à l'époque, oui, mais justement, on trouve pas de terres rares simplement dans les éoliennes. Sauf que j'avais expliqué que jamais on avait dit qu'un téléphone portable allait sauver la planète. Voilà, donc il faut arrêter. Si c'est un symbole de lutte contre la pollution, déjà, il faut comprendre ce que c'est. Hein. Ça veut dire que la boboïtude au canal Saint-Martin accepte les éoliennes dans la campagne qui contiennent des terres rares qui conduisent à l'extraction dans des conditions écologiques épouvantables en Chine. Et donc, on délocalise la pollution, on délocalise la vue de la pollution. C'est ça qui est symbolisé par les terres rares qui sont dans les éoliennes et qui font d'ailleurs que ça a un impact économique important. C'est que la Chine, mais on y reviendra peut-être, est en train de prendre le leadership dans la construction parce qu'elle est en train de créer un embargo sur l'exportation des terres rares et aussi sur l'exportation des aimants permanents constitués par les terres rares. Oui, donc ça pose aussi d'ailleurs un problème de souveraineté pour nous. Exactement, tout à fait. Qu'on retrouve aussi d'ailleurs sur la partie nucléaire, mais avec l'uranium cette fois-ci. Exactement. Et alors vous parlez donc effectivement de ces terres rares, vous parlez aussi des pales des éoliennes. Alors là, les pales d'éoliennes, vous avez deux énormes paradoxes. D'abord, vous avez le paradoxe du balsa. Alors ça, c'est fantastique et moi, je prends mes sources dans la presse internationale. Vous avez le Courrier international qui prend une étude absolument fantastique sur le balsa parce qu'il faut comprendre qu'une pale d'éolienne, c'est deux couches de plastique, de fibres de carbone, avec au milieu pris en sandwich une lame de balsa. Mais les pales d'éoliennes nécessitent tellement de balsa que il faut la culture de balsa qu'il y a en Équateur ne suffit pas et donc il y a des extractions sauvages dans la forêt amazonienne de balsa. C'est-à-dire qu'il y a une fièvre du balsa pour pouvoir répondre à la demande des pales d'éoliennes. C'est-à-dire que les pales d'éoliennes qui sont censées sauver la planète, utilisent du balsa qui est extrait et contribue à la déforestation amazonienne
qui est un puits de carbone. Vous voyez tout ce paradoxe qui est absolument épouvantable. En fait, les éoliennes contribuent à la déforestation amazonienne. Ce qu'on gagne censément d'un côté, on le perd de l'autre. Et puis, derrière, vous avez surtout l'impossibilité technique de recycler les pales d'éoliennes. Et là, quand j'ai sorti mon livre en 2019,